Alors là les gars, je vais tester un nouveau truc pour un retour après 5 ou 6 mois. Hey, what's up guys? J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors comme vous pouvez le voir, je suis avec un micro parce que, oui, même à ma petite échelle, j'ai reçu des critiques sur le son. En fait, pour vous expliquer très rapidement, parce qu'en fait, j'ai trop de choses à dire, surtout sur le film dont on va parler aujourd'hui. Donc tous les gens qui ne sont pas intéressés, je vous en prie, passez. J'ai une caméra qui ne prend pas de micro. Donc du coup, je me débrouille avec le son de la caméra. Mais j'ai toujours eu un micro en fait, toujours, que j'utilise juste dans d'autres plateformes où je filme directement avec mon téléphone portable. Donc, je me suis dit, vous savez quoi? On va upgrade, ça va me prendre plus de temps parce que du coup, il va falloir que j'assemble la vidéo et la bande son, que je les accorde exactement au même moment. J'essaye de faire ça sans avoir à réenregistrer, à retélécharger la vidéo avec du coup le son du micro. Bref, cata, je vais tester. Normalement au niveau du son, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà. Bon, aujourd'hui, je suis de retour après un nombreux temps dont je tairai le nom. Vous pouvez... Eh ben voilà. C'est significatif de la catastrophe de cette durée. C'est en juillet, je vous laisse faire le calcul. Je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de Vermine, le nouveau long métrage qui pour moi, déjà le meilleur film français de cette fin d'année et le meilleur film d'horreur français de toute l'année. Vermine, c'est signé Sébastien Vanissek, son premier long métrage ici d'ailleurs, et il mixe le film d'horreur, le film dit de banlieue, plus précisément de cité, parce que le film de banlieue n'est pas que le film de cité, ça regroupe les films qui se passent en banlieue, et le film Survival. Déjà, rien que l'idée du truc m'avait grave intriguée, je n'avais même pas vu de bande-annonce pour vous dire, juste des gens en parlaient et tout, je me suis dit, ah tiens, ça me titille réellement, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée au cinéma, oui, la peur des punaises de lit m'avait pris, et oui, les cours m'ont chopé. Par le callback, ok, et m'ont dit, toi, tu vas plus te détendre, en tout cas pas dans ton endroit fave. Et du coup, j'ai fait mon retour en salle avec ce film, et qu'est-ce que c'était génial. Je vais vous en parler. Déjà, si je vous dis cité, bâtiment, invasion, araignée, contexte français, normalement ça vous intrigue direct. Mais direct, on y va, on fonce. C'est littéralement ce qu'est Vermine. Vermine raconte l'histoire, pour la majorité de sa partie, dans un contexte de huis clos, dans un bâtiment totalement emprisonnant et emprisonné. Les habitants de ce bâtiment qui doivent survivre à une invasion d'araignées sur une journée. Il y a réellement un processus qui se fait tout doucement, où on voit d'abord l'extérieur au début du film, on voit un peu plus l'extérieur sur des plans un peu plus larges, qui couvrent une plus large partie de l'environnement, et plus on va avancer dans le film, plus on va se retrouver dans un contexte hyper fermé, hyper emprisonnant et emprisonné comme j'ai dit juste avant, et qui va créer une anxiété totalement palpable en fait. Mais avant de rentrer dans une analyse un peu plus approfondie, je tenais quand même à dire que je trouve ça super intéressant qu'on lit ces genres qui sont souvent très opposés mais qui font des pépites. La preuve, Vermine existe, le genre du film de banlieue, précisément celui qui se passe en cité, et le film d'horreur. Parce que justement, si je trouve qu'il y a un genre qui est accommodable un peu partout, c'est celui du film d'horreur. Et en plus, tu le mets dans un contexte assez terre à terre, qui est celui du film de cité. Et tu crées quelque chose de super original, qui sort des matrices où on a tendance à souvent le retrouver. Le film de genre de banlieue, plus précisément du coup de cité. Donc je vais dire film de banlieue pour qu'on se capte, mais voilà, garde en tête que le film de banlieue ce n'est pas que ça bien sûr. Tandis que justement, le film d'horreur, le genre de l'horreur, c'est un genre qui s'invite un peu partout. Dans des maisons, à l'extérieur, dans une voiture, dans un huis clos, dans un endroit large, enfin bref. Et du coup de l'intégrer dans une cité, c'est hyper ingénieux parce que déjà ça raconte autre chose d'une cité, tout en gardant aussi des principes, des codes du film de cité, de banlieue. On va avoir un environnement que l'on identifie toutes et tous. Le film se passe à Noisy-le-Grand, d'ailleurs trop drôle, je suis allée voir le film cinéma de Noisy-le-Grand. Donc je me suis dit, oh ok. On retrouve cet environnement hyper convivial, hyper ensemble, hyper solidaire, que l'on sait qui existe dans les cités, avec différentes tranches d'âge, différentes générations, les défis aussi, les mésententes, bref, tout un tas de choses qui les lient ensemble, qui sont bel et bien existentielles, et comment ces éléments-là, on les intègre à un récit d'horreur et de survival en général. On a bien sûr un personnage principal qui se nomme dans le film Caleb, joué par Théo Christine. D'ailleurs, Théo Christine, super acteur, hein, super acteur, j'ai kiffé. Bon, déjà, il y a un travail superbe autour de l'acting, je trouve, général dans le film. Alors, Théo Christine, he nailed it. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé son interprétation. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est assez
nonchalant, qui est assez fermé, surtout avec les personnes de sa tranche d'âge, mais je dirais dès qu'il sort de cette catégorie-là de personnes qui vont, on parle plus des personnes plus âgées, où il y a une forme de respect un peu plus poussé qui est attendu et de convivialité, il l'est. Et en même temps, tu sens que c'est quelqu'un qui est peiné, qui a souffert. Il y a des petits indices qui sont dits à travers le film, qui sont soit prononcés, soit montrés, où on voit que voilà, il y a un passif, il y a quelque chose qui fait que sûrement qu'il est devenu comme ça. Il y a un lien en plus avec sa sœur, Manon, interprétée par Lisa Nyarko. Et vraiment, il y a un environnement qui nous est introduit dès le début, du classique en fait, tout simplement. Il y a une scène d'introduction qui montre déjà un peu plus d'où vient la cause du grand problème qui viendra après. Et puis on est plongé dans un environnement qu'on identifie assez facilement et avec du coup des archétypes bien précis. Archétypes sains parce que les archétypes servent aussi, permettent d'identifier assez rapidement où l'on se trouve, qu'est-ce qui se passe, comment, ou quoi, pourquoi. Parce que souvent c'est vrai qu'on dit, on pense archétype, on pense stéréotype, on pense négatif, mais c'est pas réellement ça. Les archétypes fondent, il y a des règles au cinéma et les archétypes fondent aussi ces règles-là. Et c'est la raison pourquoi, de façon aujourd'hui qui vous est totalement normale et que vous n'identifiez plus, vous comprenez un film assez rapidement, des décors, son lieu, son contexte, ses personnages. En tout cas, au début, ce qu'il faut savoir, le classique, parce que justement c'est des archétypes. Enfin bref. Et en fait on voit vraiment une évolution de ce personnage de Caleb, donc au début un peu plus fermé, un peu plus dans la violence, des mécanismes de défense en fait, et qui va s'ouvrir peu à peu dans le film, tout en restant celui qu'il est au final, mais on comprend d'où il vient. On comprend d'où il vient, et c'est je pense le plus caractérisé avec sa sœur du coup Manon. Et l'évolution qu'il y aura, juste par rapport à ça justement, et bien sûr avec aussi d'autres personnages, mais plus sur la fin, et je pense que c'est le seul défaut que je relèverai dans cette vidéo, parce que c'est le seul défaut que je trouve, c'est que il y a un côté un peu pathos, un peu grossier, d'ajouter un truc un peu dramatique, surtout dans son dernier acte, un peu dramatique, un peu lourd, je dirais, pour créer des émotions et des sentiments assez dramatiques, des choses qui sont surexplicitées, qui sont surdites, alors que des fois la plus grosse émotion passe aussi par ce qu'on ne dit pas. Mais bon, c'est le seul problème que j'ai identifié personnellement par rapport au film, qui fait que t'es un peu en mode à la fin, on avait compris. En fait, l'antagoniste ici, c'est plusieurs choses, parce que oui, le film, sous couvert d'invasion d'araignées qui rendront les arachnophobes encore plus arachnophobes, si c'est possible, a un propos politique et social qui parle du rejet, la xénophobie extrême que peut avoir l'humanité envers les humains qu'elle ne connaît pas, les humains avec qui elle n'a jamais vécu, là qui par métaphore sont représentés par les araignées, et la brutalité de ça, et d'ailleurs à la fin sans spoiler, on voit comment quand on ne l'est pas justement, quand on n'est pas dans ce rejet, quand on n'est pas dans cette xénophobie, bah les choses peuvent totalement être plus positives. Mais là je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais vous spoiler le truc. Caleb c'est un personnage qui aime beaucoup les animaux, enfin les insectes en tout cas. Le travail de son rapport aux insectes justement est assez intelligemment fait je trouve sur une courte période. On nous pose les bases nécessaires et où on comprendra ses réactions vis-à-vis de cette invasion aussi et de son rapport à cette invasion. Bien sûr ça va pas rester aussi central parce qu'on est quand même dans le cadre d'une invasion donc il va pas faire copain bien longtemps, mais il y a quand même une certaine sensibilité qui se retrouve et c'est ça qui est drôle, c'est que envers les êtres humains il est plutôt dans le rejet, à part pour certains comme j'ai dit plutôt dans le rejet et dans la violence, alors qu'avec les insectes il est tout chou, tout mignon, donc il y a réellement un parallèle qui se fait à ce côté-là. Pour revenir sur ce côté-là de l'antagoniste, c'est aussi bien sûr il y a un propos autour de généralement des personnes qui viennent de cité, du rejet qu'elles peuvent vivre et du traitement que la police peut en faire aussi. Je n'expliciterai pas encore une fois parce que là ça rentre vraiment beaucoup dans le détail, j'ai pas envie du tout de vous spoiler. C'est assez intéressant en fait. De toute façon moi je trouve que justement des fois, c'est pas grave s'il n'y a pas de subtilité, genre faut affronter les choses directement, elle va avoir une grosse puissance autant qu'un film qui ne fait pas dans la subtilité. Mais quand justement on traite de sujets aussi lourds, aussi gros, de façon subtile, pas forcément subtile d'ailleurs, parce qu'on le comprend ce qui se passe, en plus que c'est montré aussi parfois frontalement, mais par d'autres passages, par d'autres moyens, et ben ça pousse le film encore plus loin, ça va encore plus haut, en tout cas différemment. Et je pense que c'est une manière intelligente aussi de sensibiliser et d'amener à un aspect plus réflexif pour le public. Bien sûr, il y a une tension horrifique tout le long. Franchement, déjà il y a une petite musique ambiante qui te rappelle qu'on est bien dans l'horreur. Ouais, on n'est pas là pour regarder un film tout mignon. Non. Ça te rappelle et je trouve ça intéressant parce que la musique elle fait pas lourde, elle est juste là en ambiance et ça va. Il y a un travail sonore hyper intéressant, notamment en ce qui s'agit
de personnifier les araignées. En plus, elles vont former un groupe, mais on leur donne vraiment une identité sonore. Et c'est hyper intéressant parce que ça rend leur présence encore plus intense. Des fois, elles sont dans le hors-champ et on entend juste leur caractérisation sonore. Donc on sait que la menace, elle est là, elle n'est pas loin, on ne sait juste pas où. Et d'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est assez intéressant la manière dont surgissent les araignées en fait dans le film. C'est-à-dire que généralement, les codes du film d'horreur, c'est qu'on passe par le hors-champ. On passe souvent par le hors-champ pour suggérer quelque chose, et le hors-champ, ça va être une ombre, ça va être un son de justement cet être maléfique ou de l'ennemi. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on met les araignées frontalement, on nous les montre. C'est juste que, dans la plupart du temps, les personnages ne les ont pas encore vus. C'est-à-dire que ça cultive une certaine peur, une certaine anxiété, et un côté très anxiogène pour le spectateur, parce que des fois, il est totalement détaché de ce côté subjectif, là où des fois, il y est totalement. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. C'est que j'ai des scènes là qui me reviennent en tête, où en fait, on voit souvent les araignées d'un point de vue subjectif. Donc déjà, on est dans un contexte où on n'épargne pas le spectateur. Le spectateur doit faire face aussi aux ennemis, de la même façon que les personnages y font face. Et c'est ce qui amène du coup une étape supérieure à la peur, à la crainte, parce qu'en fait, on y fait face de la même façon que ces personnages y font face. Et pour revenir du coup sur ce que je disais au début, c'est que oui, en fait, les araignées, elles ne vont pas être suggérées, elles vont être montrées. Et elles vont nous être montrées à nous, mais pas du coup aux personnages. Et c'est ce que je dis, ça cultive une peur. Parce que du coup, on attend juste le moment où les personnages, eux, vont la voir. Et c'est là que le caractère effrayant prend toute son ampleur. C'est que on ne sait pas. Il y a un jeu autour de la lumière, hyper intéressant, mais aussi du côté de l'étalonnage, on a un côté un peu grisonnant, morbide, un peu gris quoi, qui rappelle totalement le genre horrifique et sa tenance en fait, ça rajoute en côté lourd de ce qui se joue ici, surplus, on a déjà un surplus visuel de ce qui se joue. Et c'est un choix, je trouve, hyper intelligent, justement. Au niveau des lumières, on a des jeux de lumière qui rappellent aussi les films d'horreur. D'ailleurs, beaucoup de films d'horreur de série B, dont le réalisateur a dit dans des ITV qu'il s'en était beaucoup inspiré. Et donc, il y a une patte déjà de colorimétrie, de couleurs, de choix esthétiques visuels assez incarnés, qui participe à tout le mythe, entre guillemets, du film et à son aura générale, et qui fait passer justement, comme l'ont déjà fait des films auparavant, qui fait passer justement le film de banlieue dans des cités, au-dessus du film assez simple, où on n'a pas de réels enjeux de réalisation d'un point de vue technique, donc de couleurs, de plans. Ça fait passer vraiment dans un genre qui se dépasse en fait sans cesse, et on a une réelle proposition artistique. La mise en scène aussi, je la trouve super intéressante. Les choix d'angle de caméra, de point de vue, de prise de vue. Un truc hyper intéressant autour de, parfois on va utiliser la caméra épaule, beaucoup aussi notamment dans le fan footage, où c'est la quintessence même de l'immersion, j'ai envie de dire. Parfois ça va être pas forcément une caméra épaule, mais une caméra un peu mouvante, mais pas très mouvante au final, où on est beaucoup une caméra qui est posée, où on voit ce qui se passe, où on attend juste la chose débarquer, et elle arrive face à nous à un moment donné. La volonté aussi, outre les points de vue subjectifs et compagnie, de vraiment faire entrer le spectateur dans un point de vue de personnage, avec des choix de caméra, de prise de vue, de valeur de plan très serrés. On va avoir des plans serrés, on va avoir des plans rapprochés, où on est très rarement loin, on est d'un point de vue vraiment du spectateur, on est très rarement loin quand on n'est pas du point de vue subjectif, donc on n'est pas en gros dans l'œil du personnage qui voit ce qui se passe, ou des personnages qui regardent ce qui se passe, on n'est pas loin, on n'est jamais très loin de cette menace, jamais très loin. Et tout ça, ça participe fortement à toute cette aura très angoissante, la peur est partout, et elle va surgir autant sur eux que sur nous. Je pense que ce sont des choix de mise en scène qui sont en soi classiques, en tout cas dans le film d'horreur, et qui rentrent dans les règles et très bien dans le film. Il y a aussi également une bande sonore hyper cool, vraiment qui s'inscrit aussi dans une ambiance du film et d'un environnement, puisqu'on est vraiment sur des musiques de rap essentiellement. Une bande sonore, c'est primordial, je pense, dans un film aussi, ça participe à bien plus qu'un côté cool ou un côté horrifique ou un côté dramatique. Enfin, ça fait partie totalement du processus des créations du film, de la création d'un environnement et du coup d'une certaine crédibilité. De prendre ce genre, le rap qui a été très longtemps vu et encore beaucoup aujourd'hui comme impur, et de l'intégrer dans ce genre qui est classique, qui est l'horreur, le survival aussi, de l'intégrer du coup à son genre qui s'y réfère le plus, parce que rap, film de banlieue en cité sont très liés dans l'histoire du cinéma français et même ailleurs, surtout américain que j'ai en tête. C'est bien parce qu'on n'oublie jamais en fait où on se trouve, on n'oublie jamais où le film se situe, les influences, on n'oublie jamais ce que c'est au final. Donc je pense que c'est très important aussi. Et moi ça y est, je veux streamer tous les sons. Je veux streamer tous les sons. Je suis pas trop rap français,
J'avoue, voyez-moi comme un petit frère. Je suis pas très rap français, j'en écoute, mais tu connais. Et là, ça m'a donné envie de streamer tous les sons. Vraiment, bande son hyper entraînante, cool, sans occulter la partie horrifique. Donc avec une musique comme ça, là, d'ambiance, qui ne dérogue pas à la règle de nous faire peur. D'ailleurs, il y a un truc qui était déjà apporté justement du côté de la musique et du rap avec Mortel, du côté Netflix, la série. On liait les deux et que ça marchait totalement. Parce que ça fait concrètement partie d'un environnement et on ne veut pas l'occulter. Et c'est super. Je trouve ça, de toute façon, moi, la musique au cinéma me fascine, mais vraiment son utilisation, au niveau de sa bande sonore, donc des musiques extra-diégétiques, je trouve ça tellement intéressant à chaque fois. Enfin bref, il y a vraiment un truc à faire autour de ça. Trop intéressant. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai envie de dire d'autres choses, mais je rentre dans le spoil. Et je ne veux pas. Vraiment, allez voir ce film. Super proposition vraiment de genre. Souvent, il y a ce truc-là, des gens qui ont tendance à dire que le cinéma français, c'est pas un cinéma de genre. Déjà, ça va un peu rien dire, mais là, ça nous prouve à quel point que si. Moi, le dernier film d'horreur français qui m'a marqué, j'avoue que c'est Titane. Enfin, qui travaillait beaucoup plus le body horror. C'était pas forcément de l'horreur pure. Titane de Julia Ducournau, du coup, qui est déjà sorti maintenant en 2021, 2022. Il y a eu la Palme d'Or 2021, Titane. Oui, 2021. Qui m'avait marqué comme ça, et je me dis, on est sur une jeune génération de cinéastes qui fait le taf de ouf, qui parle à toutes les générations, qui n'occulte jamais la partie cinématographique, la partie formelle, tout en y apportant des plaisirs qui sont aussi générationnels et qui sont surtout universels. Si vous voulez voir une proposition originale, toute l'année là. Ouais, mais le cinéma français, il est pareil, y a rien d'original, il t'a dit, voilà. Va là-bas! Allez voir Vermine, on en reparle. Allez-y, faites-vous votre opinion. Mais en tout cas, allez soutenir ça. Parce que si on veut plus d'œuvres originales, il faut qu'elles fonctionnent aussi. Voilà. En plus, je trouve que la date à laquelle il sort, c'est pas fameux. On est entre Noël et le Nouvel An. Les gens sont pas forcément, ont pas forcément en tête d'aller au cinéma. Alors, pour beaucoup, un film français en plus. Mais vraiment, donnez-lui sa chance parce qu'il est génial. J'espère que j'aurai le temps de le revoir d'ici là, à ce qu'il soit déprogrammé. Et j'encourage absolument tout le monde à aller le voir. Vous y trouverez quelque chose pour vous, j'en suis sûre. Ah voilà, c'était tout pour moi. On se dit à très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à aller me follow sur tous mes réseaux sociaux. Ouais, j'ai déserté YouTube, mais TikTok, je suis pas non plus là tous les jours. Mais je fais des trucs. Tu vois, je fais des trucs différents d'ici. Donc ça apporte une touche différente à ce que je fais ici. Un apport. Et en tout cas, allez checker ça, hein, si ça vous intéresse. Après, t'as vu, moi, je force pas et tout. La prochaine vidéo, je ne sais pas si elle sortira avant le Nouvel An. Je vous souhaite déjà une très bonne année 2024. Plein d'amour, de grâce, de bonheur et surtout de santé. Et je préviens déjà ma Beehive. Soyez branchés. Prenez soin de vous.